Vous écoutez le podcast de So Sweet Planet, un site et un podcast indépendant. Je suis Anne Greff et vous pouvez soutenir mon travail sur Patreon. Vous en saurez plus en cliquant sur le lien dans le descriptif de cet épisode. Bonne écoute! Dans ce nouvel épisode de So Sweet Planet, je vous propose de découvrir le formidable travail de La Fabrique Documentaire. Je vais vous citer tout de suite quelques lignes de leur présentation que vous pouvez trouver sur leur site internet. Donc, depuis 2005, La Fabrique Documentaire réalise et programme des œuvres documentaires qui engagent des points de vue d'auteurs. La Fabrique Documentaire produit des documentaires sur de grands enjeux internationaux, économie extractive, justice pénale internationale, portrait de métropole pour les médias publics francophones. Elle met aussi son expertise d'information et de communication au service de clients d'intérêt général, institutions culturelles, collectivités locales, ONG. Depuis 2015, la Fabrique Documentaire se saisit du cinéma pour partager avec le public un regard sur les principales questions de notre temps. Écologie, réduction des inégalités économiques, culturelles, générationnelles. Et depuis 2019, la Fabrique Documentaire anime les cinémas dans mon quartier, des ciné-clubs d'habitants et habitantes en lien avec un acteur du quartier où le festival Ciné Voisin s'installe. Nous allons en reparler. On lit aussi que la Fabrique Documentaire travaille dans un souci d'utilité sociale et dans un esprit de proximité et qu'elle privilégie les projets qui lui semblent de nature à nourrir la pensée, voire à infléchir le réel. Je suis ravie de vous faire découvrir aujourd'hui leur travail concret, plus en détail avec Benjamin Bibas, cofondateur de la Fabrique Documentaire, qui va nous expliquer un peu l'historique, la raison d'être et les actions de la Fabrique Documentaire. Puis, en seconde partie de ce podcast, j'accueillerai Marine Cerceau, associée à la Fabrique Documentaire et qui coordonne le festival Ciné-Jardin avec Benjamin Bibas. Nous en parlerons donc plus en détail de ce festival Ciné-Jardin et de son édition 2023. Et je suis ravie de vous annoncer que So Sweet Planet est partenaire de cette très belle édition. Bonjour Benjamin Bibas. Bonjour Anne. Pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu quand et comment est née cette fabrique documentaire, La Fabrique Documentaire est née en 2005. À l'époque, j'étais principalement journaliste et documentariste radio. Je travaillais avec un ami, partenaire, complice de travail, qui s'appelait Emmanuel Chicon. Lui et moi avions choisi pour principal thème de recherche journalistique la question de la justice pénale internationale. C'était au milieu des années 2000, une question très importante en matière de relations internationales. Il y avait eu d'abord la création toute récente de la Cour pénale internationale, cette cour qui est à la suite du tribunal pénal international sur le Rwanda, du tribunal pénal international sur les crimes de guerre contre l'humanité, génocide commis en Yougoslavie, et bien sûr le TPIR sur le Rwanda, le génocide des Tutsis au Rwanda. Eh bien, il y avait une demande de la communauté internationale de juger ces crimes, d'essayer de comprendre ce qui s'était passé, ces crimes très durs dont on croyait qu'ils ne se reproduiraient pas 50 ans après la Seconde Guerre mondiale, eh bien, hélas, ils se sont reproduits. Et il fallait d'abord les juger, essayer de comprendre comment, pourquoi ils étaient arrivés, et comment surtout on pourrait essayer qu'ils ne se reproduisent pas. Bien sûr, plus on pense les violences et plus on pense les violences graves, plus on a tendance à éviter qu'elles se reproduisent. Du coup, la communauté internationale s'est dotée en 2002 d'une cour pénale internationale donc permanente pour juger ces violations graves des droits humains, les crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre, depuis d'autres crimes également, le crime d'agression par exemple. Et on pensait que c'était une question super importante à étudier et à documenter en matière de journalisme, et c'est pourquoi Emmanuel Chicon et moi, on a fondé la Fabrique Documentaire pour réunir des ressources, produire en somme des documentaires sur cette question à travers notre média privilégié à l'époque, qui était le média radio. Raison pour laquelle, au départ,
la fabrique documentaire, c'est pas appelé la fabrique documentaire, elle s'est appelée Radiophonie Europe, parce que tiens, on était plutôt pro-européen et que c'était à l'époque le grand élargissement à l'est et au sud de l'Union européenne venait de se produire. Bon, voilà. Et l'époque de la justice pénale internationale, ce grand moment là, début-milieu des années 2000, c'était aussi l'époque du très beau travail d'ailleurs mené par le tribunal spécial pour la Sierra Leone, hein, consécutif aux crimes graves liés à ce conflit entre la Sierra Leone, consécutif aussi à la guerre civile au Libéria, et dont le principal enjeu d'économie de guerre était quand même, malgré tout, les richesses liées à l'extraction du diamant dans ce pays. Du coup, on a assez vite, on a beaucoup travaillé, hein. D'abord pour France Culture, on a réalisé une série documentaire sur ces principaux outils de la justice pénale internationale, le tribunal pénal international pour l'ex-Yougoslavie, les premiers procès de la Cour pénale internationale en République démocratique du Congo, les chambres spéciales pour les crimes de guerre en Bosnie-Herzégovine, à la suite du TPY, parce que le TPY ne pouvait pas juger tous les criminels. On a travaillé sur le tribunal spécial pour la Sierra Leone, et également la compétence universelle de la justice belge et sénégalaise qui euh, prenait en charge le cas de l'ancien dictateur tchadien Hissène Habré. Et on s'est rendu compte que toutes ces violations graves des droits humains, principalement sur le continent africain, étaient souvent dues ou liées à une économie de guerre, à une économie extractive. Le chercheur français africaniste Jean-François Bayat définissait une économie de guerre comme étant une économie, une économie issue d'un conflit qui perdure, non pas parce que les belligérants sont en équilibre de force et que du coup la guerre continue, mais plutôt un conflit qui perdure parce que les belligérants trouvent intérêt à ce que la guerre perdure, parce que ça leur permet de continuer à exploiter les richesses naturelles des territoires qu'ils contrôlent de façon beaucoup plus rentable que dans le cadre d'une économie de paix où évidemment il faudrait payer tout le monde sans faire de travail forcé, quoi. Donc c'est ça qu'on a constaté, et du coup on a poursuivi notre travail documentaire non plus sur la question de la justice pénale internationale, mais sur la question de la filière mondiale du diamant. On a fait une deuxième série documentaire pour France Culture sur l'économie mondiale du diamant, le diamant de la mine à la bijouterie. On est parti de Mbuji-Mayi en RD Congo, au centre de la RD Congo, dans le Kasaï. On est allé jusqu'à la place Vendôme à Paris, mais en fait, plus sûrement également les manèges à bijoux Édouard Leclerc dans les banlieues parisiennes, puisque c'est plus là, aujourd'hui, quantitativement, que se vendent les bijoux diamantés, plus que sur la place Vendôme. Et donc la mine à la bijouterie, en passant par la grande place du commerce du diamant brut, Anvers, la grande place de la taille des diamants, l'Inde, notamment Mumbai, Surat, dans le Gujarat, et puis la grande place de l'échange des diamants taillés à des bijoutiers contre des sommes qui, elles, deviennent défiscalisées. Et ça se passe à Dubaï. Voilà. Donc, c'était un grand récit sur les violations des droits humains liées à l'extraction du, euh, du diamant, l'évasion fiscale de ce grand secteur, des géants de ce grand secteur mondialisé, et en même temps aussi un début de régulation internationale par rapport à ces phénomènes, la justice pénale internationale, une régulation industrielle du secteur du diamant à travers le processus de Kimberley. Et enfin, dernière grande série pour France Culture, parce que le diamant c'est intéressant, mais c'est pas ça le cœur de l'économie. Dernière grande série pour France Culture en 2012, Congo, voyage au pays de l'or noir. Congo avec un cas, on s'est aperçu à l'embouchure du fleuve Congo, quelque part au carrefour entre le nord de l'Angola, la pointe ouest de la RDC, le sud du Congo-Brazzaville, peut-être même jusqu'au Gabon, un certain nombre d'entreprises extractives, dont notamment Total, ont construit leur richesse dans ce lieu où on extrait du pétrole depuis ces 60 dernières années, où on extrayait beaucoup d'esclaves qui transitaient par le fleuve Congo. Il y a de ça 2-3 siècles. Et on s'est aperçu que dans ces pays-là, les gens qui habitaient là étaient privés de cette richesse pétrolière et se demandaient où elle partait, avaient développé des formes de résistance politique, mais c'était tellement dur, les exploitants de ces ressources étaient tellement puissants et férocement accrochés. Enfin, on parle de l'énergie, quoi. Donc, l'énergie, on ne lâche pas ça comme ça. C'est structurel dans les économies des pays riches.
Donc il avait été difficile de résister politiquement, donc ces habitants avaient choisi des formes de résistance spirituelles ou culturelles, qu'on a également documentées. Alors, beaucoup de choses comme ça, voilà, ça a duré 10 ans. Et puis au bout de 10 ans, après avoir beaucoup parcouru le monde, on s'est demandé c'est quoi les grands problèmes aujourd'hui. On a beaucoup appris à faire du documentaire, à en promouvoir également. On a tous travaillé dans des grands festivals de cinéma documentaire, que ce soit aux états généraux du film documentaire de l'USAS, au festival Vision du réel à Nyon en Suisse. Euh, on s'est dit on a envie de transmettre un peu ce qu'on a appris. Et on a créé des événements euh, de ce qu'on appelle de l'action documentaire, en tout cas des événements d'action culturelle, cinématographique dans les quartiers populaires pour essayer de partager avec les gens un regard, leur regard, le nôtre, sur des grandes questions contemporaines que sont sans doute les questions d'écologie, de crise écologique mondiale et de vie en commun. Voilà, c'est ça qu'on essaye de faire, je crois, aujourd'hui. Oui, et c'est par ces actions que je vous ai connu, je ne sais plus comment en fait au départ, mais il y a quelques années que je suis sur les réseaux sociaux et que je m'enthousiasme à chaque fois que je vois une nouvelle programmation, une nouvelle édition ou les bilans des éditions avec des photos et tout ce cœur que vous mettez dans ces activités que je trouve formidables et qui créent des ponts entre les gens, parce que c'est vrai que ces sujets-là, on a l'habitude de plus de les voir sur des médias comme sur France Culture ou des très bons documentaires ou moins bons quelquefois, mais sur Arte ou sur France 5. Et tout le monde ne va pas spontanément vers ces médias-là et n'a pas forcément, les gens n'ont pas forcément envie de passer du temps à écouter quelque chose qui peut être très loin de leur réalité. Et je trouve que la forme que vous avez mise en place pour amener ces sujets-là dans la vie des gens, on va en reparler un peu plus, c'est vraiment formidable parce que ça permet à des personnes qui peuvent se sentir loin de ces réalités ou qui peuvent croire que ces réalités sont loin d'elles, ça permet de rapprocher tout ça et de leur faire prendre conscience peut-être que en fait ce sont des réalités qui sont proches de tout le monde et qu'on est tous concernés par les sujets des documentaires dont on va parler tout à l'heure. Donc, en fait, j'aimerais bien avoir aussi quelques mots, si vous le voulez bien, Benjamin Bibas, de votre parcours, parce que là, on a parlé de votre parcours avec votre collègue, mais de votre parcours, de votre cheminement peut-être, et de ce qui, en vous, ce qui vous a donné envie d'adopter ces formes-là je ne sais pas si on peut employer le mot activisme, en tout cas d'action pour faire avancer les choses et contribuer à un monde meilleur, disons-le Alors, franchement. on essaye de faire ce qu'on peut de notre point de vue. Hein. On est des journalistes, des documentaristes au départ. Donc, j'ai fondé la Feuillerie documentaire avec Emmanuel Chicon. Rapidement, Sébastien Lecordier nous a rejoints. Aujourd'hui, c'est quelqu'un d'important dans la structure. Il coordonne notamment le festival Ciné Voisin, dont on parlera tout à l'heure. Alors d'abord, il y a le documentaire. Pourquoi le documentaire? Parce que après avoir fait du journalisme pendant quelques années, et pour moi, le journalisme, c'était une façon après des études un peu diverses, hein, commerce, service public, urbanisme, philosophie, c'était une façon de continuer à apprendre du monde, de comprendre et apprendre du monde, en restituant ce que j'avais compris, en continuant à travailler mon rapport au monde. J'étais après tout un jeune homme, j'avais encore dans la vingtaine d'années, j'étais très loin d'avoir fini mes études en fait, si vous voulez. Avant de faire quelque chose, il faut continuer à comprendre. Le journalisme m'a permis de le faire et j'ai travaillé au début avec le correspondant du Monde au Liban, Alain Georges, décédé récemment, hélas. Puis au Monde des débats, avec des grands journalistes comme Sophie Gherardi ou Guy Herzlich, et même Jean Daniel d'ailleurs, qui avait brièvement pris la direction de ce journal. Vraiment des grandes personnes, des gens qui ont une haute idée de leur travail et de leur mission de journalisme. Et puis, j'ai fait pas mal de journalisme indépendant ensuite parce qu'il y avait aussi le web qui arrivait, ça m'intéressait beaucoup et il fallait plutôt que d'être le petit journaliste dans un grand journal, c'était très intéressant d'être un journaliste qui faisait plein de choses dans des petits sites qui se montaient mais qui étaient vachement intéressants. Je travaillais pour des médias en ligne
un peu en pointe sur les cultures numériques comme Fluctuate.net. J'ai travaillé pour un journal communautaire musulman, la Médina. Je trouvais ça intéressant d'adopter ce point de vue-là. Je ne suis pas musulman, mais je trouvais ça intéressant d'adopter ce point de vue-là après un voyage que j'avais passé pendant 2 ans au Liban et en Syrie. Et puis, au fil d'écrire des articles qui faisaient 3000 signes, 4000 signes, 5000 signes, assez sympa, mais en fait, on ne creuse pas assez son rapport au monde, je trouve, en faisant ça. Donc, je suis passé à des formats plus longs. J'ai beaucoup aimé le documentaire. À l'époque, je travaillais, j'étais membre de l'organisation des États généraux du film documentaire de l'USAS, ce lieu extraordinaire dans lequel j'ai tant appris et dans lequel chaque année, tellement de questions politiques, sociales sont posées sous une forme complexe qui permet d'en restituer justement la complexité, la nuance, et en plus sous une belle forme stimulante qui stimule les sens et la réflexion. J'ai aimé le documentaire. J'ai aussi compris que faire du documentaire en cinéma, c'est tellement d'efforts pour tellement peu de diffusion. Les efforts d'approche du terrain sont gigantesques, les efforts de production sont gigantesques, c'est long, c'est pour avoir un truc qui va peut-être être diffusé à quelques centaines de spectateurs en festival, c'est trop dur pour moi. Et que le médium radio, au contraire, permettait Ouais. une souplesse, une approche du terrain beaucoup plus rapide finalement. Même si pour faire quelque chose de correct en RD Congo sur les sujets dont je viens de vous parler, il faut 2 ans de repérage et au moins 3 ou 4 semaines de terrain, si vous voulez. Donc c'est pas non plus les petites missions payées par les radios de service public, que je remercie au passage parce que j'aurais rien fait sans elles. Donc c'est formidable, mais il fallait quand même rallonger les moyens financiers pour produire des choses intéressantes, pour se donner le temps de le faire. C'est une des raisons pour lesquelles on a fondé la Fabrique documentaire, parce que on a utilisé également les métiers du journalisme et du documentaire pour répondre à des commandes de communication institutionnelle pour des clients d'intérêt général, nettement mieux rémunérés, qui nous permettaient ensuite de basculer une partie de ces revenus dans la production documentaire radio. Et donc, la production documentaire radio m'a permis de travailler sur 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, 5 heures, 1 an, 2 ans, 3 ans de travail pour la série mondiale, pour la série sur l'économie mondiale du diamant, par exemple, la mondialisation en 57 facettes, un grand voyage dans la petite famille du diamant, j'en parle parce qu'elle a été multidiffusée sur France Culture, sur la RTBF, sur des radios locales, m'a permis d'achever, on n'en finit jamais d'achever sa formation et sa compréhension du monde, mais m'a permis d'aboutir, à travers l'écriture, dans un médium que j'ai choisi, une forme qui me semble restituer honnêtement une question importante du monde contemporain et que ce soit accessible à un public large. Voilà. Plusieurs dizaines de milliers de personnes ou centaines Oui. de milliers de personnes à chaque fois que vous mettez un son sur France Culture. On a travaillé pour France Inter, c'est plusieurs centaines ou plusieurs de milliers ou plusieurs millions de personnes en fait à chaque fois que vous mettez un son sur France Inter. Plusieurs millions, on va dire, entre le direct, la rediffusion et les podcasts, c'est plusieurs millions de personnes Oui. qui écoutent ce que vous avez fait. Donc, moi, j'ai eu l'occasion de travailler avec Soro Solo, par exemple, sur France Inter, sur les questions africaines. On sait qu'on est écouté très très largement. J'ai eu l'occasion de faire une émission, par exemple, sur la très grande figure du leader écologiste Ogoni Ken Saro-Wiwa, martyr, hélas, assassiné en 1995 par la junte militaire nigériane avec la complicité de Shell. C'est un honneur, hein, c'est un bonheur de creuser sa compréhension du parcours d'un tel homme, et c'est un honneur que de pouvoir partager, transmettre, partager en tout cas, cela avec tellement des auditeurs tellement si nombreux, enfin tellement nombreux, voilà. Ça, c'est très important parce qu'on n'écrit pas pour rester dans sa chambre, à mon avis, hein. On écrit pour partager, et la conscience d'un lectorat ou d'une audience large vous élève aussi. Elle élève votre niveau d'exigence, vous êtes obligé, et du coup, elle élève votre niveau de production. Voilà. Alors, ensuite, on l'a fait plein de fois. J'ai une bonne trentaine d'heures d'émissions radio derrière moi, documentaires, un peu écrites, etc. Et j'en refais, hein, c'est pas fini, mais c'est moins central. Je crois qu'à un moment, c'était plus important de partager plus directement. Et pour partager plus directement et peut-être plus physiquement, il faut aller voir les gens. Et il faut aller voir les gens là où ils sont et partager des choses comme ça avec un public
moyennement ou spontanément attiré par ces choses-là, un public qui va être assez cultivé, CSP+, bon capital culturel, ou même CSP moyenne, mais bon capital culturel qu'on trouve gentiment déjà sur les radios de service public ou à lire Télérama ou à regarder Arte, c'est super si vous voulez, mais en fait à un moment faut aller à la rencontre de tout le monde, et on s'est dit que si on voulait rencontrer tout le monde, on est assez attaché à la notion de public. On est très peu attaché à la notion de segment, hein. On n'est pas des podcasteurs qui s'adressent à tel ou tel segment de population, ça on sait pas bien faire. On est attaché à la notion de public. Le public, c'est mettre tout le monde devant l'écran. Et pour mettre tout le monde devant l'écran, il faut aller voir en priorité les gens qui reçoivent un peu moins d'offres, peut-être culturelles que les autres. Donc, on est allé plutôt dans les quartiers populaires, les endroits où on habitait, on sait toujours, le siège de la fabrique documentaire a toujours été, c'est-à-dire Paris 18e, 19e, 20e. Et puis, on a voulu s'intéresser et s'adresser aussi aux communes proches ou limitrophes, parce qu'il n'y a pas que Paris Intramuros non plus, et qu'il faut que ça circule tout ça. Donc, on a fondé un festival d'abord, Ciné Jardin, cinéma documentaire dans les jardins partagés du nord-est parisien, ça c'était en 2015, qui s'est élargi ensuite à jardins partagés et publics, et puis Ciné Voisin en 2017, cinéma participatif au pied des immeubles, des portes du 20e d'abord, du 12e aujourd'hui, avec l'idée de faire participer les gens à tout ça et de pas ne faire que du cinéma. Aller voir les gens, qu'on puisse partager avec les gens leur territoire. En fait, il y a toujours 3 temps dans nos projections, dans nos soirées. Il y a un temps de visite de quartier pour Ciné Voisin ou de visite de jardin pour Ciné Jardin. Les jardiniers partageurs nous font visiter leurs jardins partagés. Depuis 2 ans, la ville de Paris nous a demandé de faire ça dans les jardins publics. Donc, un guide conférencier de la ville de Paris fait visiter le jardin public, le parc de Belleville, les jardins des Halles, par exemple, dans le 20e, dans le 18e, ou une visite de quartier. Les habitants qui ont préparé la séance de Ciné Voisin avec nous nous font visiter leur quartier populaire dans les portes du 20e, boulevard Maréchal et boulevard périphérique. Ensuite, un temps de buffet participatif, hein, tout ça est gratuit, on vient, on ne paye rien, mais on partage quelque chose avec les gens, le buffet, et du coup, on essaie de venir avec une tomate ou une pomme ou un taboulé ou une salade qu'on a préparée, ou ne serait-ce qu'un paquet de chips ou Mhm. quelque chose. On essaye de limiter les déchets aussi, notamment le buffet ciné-jardin, il est tendance bio, végétarien, zéro déchet, tendance parce que, en fait, nulle contrainte à ciné-jardin ou à ciné-voisin d'ailleurs, les gens font comme ils veulent, mais on promeut des comportements Oui. qui n'atteignent pas la santé des autres êtres vivants, ou en tout cas qui ne promeuvent pas l'industrie de leur mort. Voilà, ça c'est sûr. Et puis bio, local, zéro déchet, enfin tous ces comportements alimentaires qui sont multipliés et entre à grande échelle vont permettre quand même d'avoir une planète un peu plus durable, on peut l'espérer. Et puis ensuite un troisième temps qui est un temps de projection de films, choisi en lien avec les habitants dans le cadre de Ciné Voisin, dans le cadre de séances de ciné-club participatifs dans les semaines qui précèdent le festival, et dans le cadre de Ciné Jardin, les films choisis par un comité de programmation de gens qui ont un parcours en écologie ou en cinéma documentaire, ou les deux. Et puis, souvent, une discussion avec le réalisateur ou avec un praticien du domaine écologique concerné, et tout ça avec le public. On dit souvent que ce sont des festivals qui cherchent à promouvoir pour Ciné Jardin l'écologie, bien sûr, mais dans les deux cas, Ciné Voisin, Ciné Jardin sont des festivals qui promeuvent l'idée de la concitadinité. C'est un mot qui peut paraître un peu savant, mais ça veut dire la conscience qu'on est tous habitants d'une même ville, et qu'on partage tous des problématiques sociales communes. Et que, après tout, qui irait dans un grand ensemble de HBM Porte de Bagnolet s'il n'avait pas l'occasion de le faire parce que on lui propose d'aller y voir un bon film et de partager un moment avec les habitants, quoi. Qui irait voir ça? Enfin, c'est pas très attractif touristiquement, sauf avoir un ami qui habite, on n'y va pas. Donc, allons voir la ville, allons voir ces lieux, allons rencontrer ces gens, allons partager avec eux un moment, un film, un territoire. Et pour Ciné Jardin, allons partager avec les gens qui ont fait cet effort pionnier de revégétaliser la ville avant les autres. Allons rencontrer eux et ce qu'ils ont fait. Ça pourrait être inspirant dans les deux cas. Voilà.
On va en reparler aussi un petit peu. Bah, peut-être on va le compléter tout de suite. Je ne sais pas si vous avez parlé du fait que les films sont choisis Les films sont avec choisis, les dans le cadre de habitants. Ciné Voisins, les films sont choisis avec les habitants, dans le cadre de séances de Oui, ciné-club qui ont lieu dans les voilà, semaines qui précèdent le festival. oui. Donc ça, c'est vraiment super, je trouve. Et je crois qu'il y a aussi sur un des deux festivals des ateliers Oui, avec alors les enfants ça en dépend amont. des années. Avec Ciné Jardin, on a fait ça plusieurs années de suite, oui. Ah d'accord. On essaie de le remettre en place cette année, c'est moins évident, mais Oui. Je suis allée voir sur Mhm, votre chaîne Vimeo quelques mhm, petits, c'est des petits formats courts et en fait il y avait des petits films donc qui étaient oui, produits avec les oui, enfants, si j'ai bien compris, oui. lors de ces ateliers et qui étaient diffusés avant les Exactement, on grands essaie films, de on va mettre en dire. valeur ce que font les habitants. Alors d'abord, lorsque les habitants coprogramment les films avec nous, bah, c'est eux qui présentent le film pendant le festival. À Ciné Voisins, on projette des films qui sont réalisés dans le 20e par des associations de jeunes, par des laboratoires de cinéma, des associations de Oui. cinéma locales. Et puis, il nous est arrivé, autant que possible, de réaliser des films avec des associations de Mhm. quartier, des enfants notamment, des jeunes, pour les projeter en court métrage en début de projection, dans le cadre de Ciné Jardin notamment, et évidemment de faire présenter ces films par ceux qui l'ont réalisé, ouais, par les enfants qui l'ont réalisé. Oui, on fait ça. On fait ça à chaque fois que c'est possible. Oui. Mm. J'en ai vu un qui avait été tourné, je crois, dans le quartier de la Goutte d'Or Tout sur à le fait. compost. Oui, La petite bête et qui était d'or, vraiment et super. 3 ans avant, on avait fait les Enfants d'or, Oui. qui était un film sur le thème euh, moi, mon environnement, mon quartier. Ce sont des ateliers qui sont menés par Anne Delrieux, qui est à la fois notre régisseuse vidéo et une réalisatrice voilà, qui réalise ce travail avec l'association des enfants de la Goutte d'Or. D'accord. Alors moi j'ai noté sous forme de tiret pour pas qu'on en oublie les activités, en tout cas celles que j'ai repérées sur votre site ou en vous suivant sur les réseaux sociaux. Et j'en ai mis quelques-unes sous forme de tiret pour ne pas qu'on en oublie dans les choses qui, je trouve, constituent vraiment cette identité, ce bouillonnement-là culturel qui vous anime. Je crois qu'on n'a pas parlé de la Fondation Hirondelle avec laquelle vous travaillez ou pour laquelle vous travaillez, je ne sais pas, qui a l'air Tout à vraiment fait, alors on peut en parler un intéressante. peu. Nous avions 3 pôles d'activité, un pôle de réalisation, production documentaire, principalement radiophonique, un pôle de Mhm. commande institutionnelle, principalement de communication pour des clients d'intérêt général, type institutions culturelles, collectivités locales ou ONG, et un pôle action documentaire, action Oui, culturelle, on vient d'en parler. Donc le pôle commande institutionnelle, euh, on travaille par affinité avec des gens dont on partage les objectifs et l'esprit, et notamment, on a rencontré la Fondation Hirondelle euh, dans le cadre de nos documentaires radiophoniques en République démocratique du Congo. On en a fait plusieurs, hein. Je vous ai parlé de ce documentaire sur le diamant, de ce documentaire sur les premiers procès de la Cour pénale internationale. On a fait également 2 portraits de ville sur Kinshasa et un volet de la série Congo, Voyage au pays de l'or noir, en RDC. Et la Fondation Hirondelle, qui est une association, enfin une ONG suisse basée à Lausanne, tout à fait remarquable, qui s'est créée en 1995 suite au génocide des Tutsis au Rwanda, a été créée donc par 2 anciens journalistes de la radio-télévision suisse romande, qui avaient couvert le génocide des Tutsis au Rwanda et qui sont rentrés de là particulièrement marqués par cette expérience en se demandant, nous, de notre point de vue, à nouveau, en tant que journaliste, qu'est-ce qu'on peut faire? Qu'est-ce qu'on peut faire pour que ça ne recommence pas? On ne peut sans doute pas faire grand-chose, hein, on n'est pas des politiques, on est des journalistes, mais peut-être qu'on peut faire quelque chose un peu quand même. Donc ils ont fondé une ONG qui se donne pour objectif de produire une information dans des pays en conflit ou en crise, là où il n'y a pas d'information. Le postulat de départ est lequel? C'est que les médias ont été une des armes du génocide des Tutsis au Rwanda, à travers notamment la radio-télévision Libre des Mille Collines, qui promouvait des messages de haine en ligne et des ordres d'assassinat, en fait. Hein, beaucoup de gens citaient nommément à la radio. Et que, à l'inverse, estiment, et l'expérience jusqu'à présent leur a donné raison, les fondateurs de la Fondation Hirondelle, produire une information de qualité, une information factuelle, est un frein à la violence dans le cadre d'un conflit. Pourquoi? Parce que dans le cadre d'un conflit, souvent, il n'y a plus d'infrastructure, les journaux ne marchent plus,
conflit total, en tout cas, un conflit comme a pu être le génocide Tutsi au Rwanda, il n'y a plus possibilité de produire d'informations. Du coup, qu'est-ce qui reste? Il reste des discours de belligérants. Il reste des discours de l'un contre l'autre. Il n'y a plus d'accès à l'information, et l'information est un guide quand même pour construire sa vie, pour échapper aux menaces d'un conflit qui a lieu quelque part. Il faut savoir que quand on est informé que tel groupe de rebelles se situe dans telle direction, on peut partir plus vite quand même si jamais on est menacé, que si on emprunte telle route, on risque de se retrouver sur un barrage de tel ou tel groupe belligérant, c'est quand même un danger vital, que des bombardements se préparent, enfin, etc. Il y a ça, et aussi le fait que lorsque on met une information factuelle et vérifiable de toutes parts au milieu du débat, il y a un objet, il y a un objet de débat, voilà. Si je vous dis que entre vous et moi, il y a derrière vous, il y a une affiche So Sweet Planet de couleur jaune et tout le monde peut constater que c'est jaune, il y a un objet de débat. S'il n'y a pas d'objet commun, s'il n'y a pas de description du monde commune et factuelle et vérifiable par plusieurs parties prenantes, il n'y a pas de débat possible parce qu'on ne peut se fonder sur rien et du coup, il y a la porte ouverte à la violence, au désaccord et à la violence. Voilà. Et donc, eux, ils essayent de construire partout dans le monde où c'est utile, ils essayent de construire ces médias d'information qui ensuite, bien sûr, deviennent également des médias qui ouvrent la voie au dialogue à toutes les parties prenantes et à tous les habitants et à toutes les habitantes et aux vieux et aux jeunes et à tout le monde, qui donnent la voix à tout le monde. Ils sont comme nous attachés à l'idée de public large, des voix plurielles du public, mais du public quand même. Et ils font ce boulot-là aujourd'hui, là où la situation sécuritaire est dure, comme dans des pays du Sahel, au Mali, au Burkina Faso, en République centrafricaine, où ils ont fondé le seul média fiable depuis plus de 20 ans dans ce pays, Radio Ndeke-Luka, en Ukraine, bien sûr, ils font du soutien au reportage de guerre là-bas, au Myanmar, hein, ils travaillent dans des conditions pas faciles quand même Ah oui. là-bas. Une partie de la rédaction de leurs partenaires médias, Frontières Myanmar, est maintenant exilée en Thaïlande. Euh, Ils font ce boulot-là partout, ça peut être utile. Et on est très heureux de les accompagner là-dedans, en leur permettant d'éditer un certain nombre de documents de communication, mais importants, comme le rapport d'activité d'une part, et aussi en développant avec eux un semestriel qui s'appelle Médiation. C'est un 6 pages qui, à partir de l'expérience de la Fondation Hirondelle dans des pays en conflit, essaye de réfléchir à ce que les médias peuvent apporter à la société, peuvent apporter de liens dans la société. Évidemment, dans un pays en conflit, je viens d'expliquer, c'est facile à comprendre ce qu'un média d'information peut apporter à la société, mais dans un pays Oui. du Nord qui est moins en conflit, on a l'habitude de vivre aujourd'hui dans des sociétés de plus en plus clivées. Peut-être les réseaux sociaux ont-ils créé beaucoup de bulles cognitives séparées. Eh bien, qu'est-ce qu'un média peut encore faire pour relier les gens? Et qu'est-ce que les médias, attachés à leur rôle d'information et à leur rôle de... Il y a un très très bel article de Catherine Viner, la rédactrice en chef du Guardian, qui date de 2017 et qui dit A Mission for Journalism in a Time of Crisis, et qui remarque que le Guardian a été fondé en 1819, je crois, euh, autour d'une manifestation d'ouvriers à Manchester qui exigeaient pour leur commune ouvrière où il y avait 100 000 habitants au moins un représentant au Parlement, alors que là, il n'en avait pas, alors que la commune bourgeoise d'à côté qui avait 10 000 habitants en avait un. Cette manifestation a été réprimée. Il était important d'écrire, réprimée avec plusieurs morts, 19 je crois. Il était important d'écrire cette histoire et qu'elle soit rapportée immédiatement à Londres afin que les pouvoirs locaux ne racontent pas n'importe quoi aux pouvoirs nationaux et ne se disculpent pas de la répression sanglante de cette manifestation. Une situation qui pourrait résonner avec le temps présent en France, par exemple, d'ailleurs. Et, eh bien, le fondateur du Guardian écrit ça. Il dit, j'ai fondé le Guardian, j'ai écrit ce reportage et je me suis arrangé pour être le soir même par le chemin de fer à Londres pour que le lendemain matin, les puissants ne puissent pas cacher leurs méfaits face aux exigences légitimes des pauvres, quoi, de gens qui ont rien, de gens qui ont même pas la représentation politique qu'ils méritent démocratiquement. Eh ben, la Fondation Hirondelle, je crois, permet, dans les pays où c'est
difficile à tout un chacun de pouvoir s'exprimer et, et son action est inspirante pour des médias dans le Nord dont la principale mission, à notre avis, la Fondation Hirondelle et nous, la Fabrique Documentaire, on travaille ensemble, de pouvoir faire en Oui. sorte que tout le monde puisse s'exprimer et que les puissants n'aient rien à cacher aux plus modestes. Le prochain numéro de Médiation, d'ailleurs, on est en train de le boucler, il est consacré au thème journalisme et démocratie aujourd'hui. Hein, ce couple structurel dans l'histoire du journalisme, comment fonctionne-t-il aujourd'hui? Il y a beaucoup à dire. Alors pour celles et ceux qui nous écoutent et qui seraient intéressés justement pour acquérir ce numéro de médiation et peut-être les précédents, quel est le moyen? Est-ce que on peut le Alors, commander c'est en des 6 ligne ou pages sur qui existent votre en version site ou papier et comment on on le peut les trouve? commander à la Fondation Hirondelle et se les faire envoyer. On peut aussi rechercher sur Google Médiation D'accord, Fondation Hirondelle ou Médiation La Fabrique Documentaire et trouver ça en ligne. Tous les numéros, il y en a 10 aujourd'hui, d'accord. le 11e va sortir en juillet, sont disponibles en téléchargement en PDF. Alors je vais continuer ma petite liste de tirer des belles activités de la Fabrique Documentaire ou en tout cas des activités réalisées en compagnie d'autres comme la Fondation Hirondelle. Alors on a parlé de vos productions audio et vidéo, cinéma dans mon quartier, donc avec Ciné Voisin et Ciné Jardin, les deux beaux festivals qui ont lieu en général entre début juillet et on n'a pas donné Alors, les dates les et mi-septembre, Ciné Voisin les a deux lieu confondus. durant la deuxième quinzaine de juillet. Hein, il est coordonné par mon associé Sébastien Oui. Lecordier, qui coordonne également les ciné-clubs cinéma dans mon quartier dans les semaines qui précèdent. Et Ciné Jardin a lieu chaque année entre la mi-août et la mi-septembre. Donc voilà, cette année du 17 août au 9 septembre. Oui, on va mettre tous les liens pour les festivals là, vers les pages avec les dates et la programmation. Ciné Voisin, c'est encore en cours, je crois, la Tout programmation. à C'est pas fait, tout c'est en à train d'être fait encore finalisé. Enfin là, je pense que d'ici visible. demain après-demain, on aura tout en ligne. Mhm. Donc dès Oui. que le podcast va être en ligne, normalement, ça Mhm. devrait arriver à peu près simultanément. J'aimerais bien que vous nous disiez quelques mots de Un toit, une toile, parce que on en avait parlé, j'avais vu passer ça aussi sur vos réseaux sociaux, et je m'étais dit, mais quelle belle initiative Un toit, une encore. toile est une programmation à destination du public sans-abri accueilli par la ville de Paris dans le cadre du plan d'urgence hivernale chaque année en hiver, donc d'abord dans des gymnases et aujourd'hui dans un centre d'accueil de jour et de nuit d'ailleurs, le plus souvent, et de jour aussi le week-end. Euh, la ville de Paris a remarqué nos festivals qui ont lieu principalement dans les quartiers populaires, Ciné-Jardin, Ciné-Voisin, et a senti que on était peut-être en mesure de proposer un accompagnement euh, culturel, cinématographique à ce public puisque on n'est plus dans l'accueil d'urgence extrême des années 80 avec on va ramasser des sans-abri dans la rue, on leur dit bah venez, il y a un gymnase, venez dormir et puis voilà une soupe et puis bye bye. Il y a vraiment sur 3-4 mois aujourd'hui mis en place par le Centre d'action sociale de la ville de Paris tout un travail de reconstruction qui passe bien sûr par autant que possible l'accès à un logement. Hein, ce sont des personnes sans abri, donc c'est la principale rupture dont ils pâtissent, mais euh, il y a aussi souvent une rupture professionnelle, une rupture des soucis de santé, des soucis psychiques, et c'est important aussi de les reconnecter, et ils le demandent d'ailleurs, hein, à une actualité, à une réflexion euh, de situation d'eux-mêmes dans le monde tel qu'il continue d'avancer, quoi. C'est pas parce qu'ils sont littéralement à la rue que la planète n'avance pas. Il y a plein de problèmes dans ce public qui est éminemment conscient puisque souvent il est sévèrement bousculé par ces problèmes en fait. Et on est donc on organise chaque hiver, une fois tous les 4 semaines, on va dire, euh, une projection dont les films sont présélectionnés avec le Centre d'action sociale de la ville de Paris. On arrive toujours avec 2 films. Dans les jours qui précèdent la projection, on va parler aux sans-abri, on leur dit tiens, bah voilà, il y a une soirée cinéma, qu'est-ce que vous choisiriez comme film? Pourquoi? Voilà, on essaie de trouver des choses fédératrices, c'est-à-dire, par exemple, surtout pas la religion et la politique, qui le sont pas beaucoup en ce moment, Oui, ce qui peut être problématique, la politique en tout cas, je crois que la politique elle est faite pour rassembler aujourd'hui et elle a du mal à le faire.
Bon, voilà. Et par ailleurs, je ne rejette pas la politique, hein. Je suis assez dans la logique camusienne selon laquelle la recherche de la vérité propre à tout journalisme n'a jamais empêché de prendre parti, donc voilà, c'est clair. Mais euh, souvent, lorsqu'on va vers eux et qu'on leur fait des propositions musicales, mais sur des personnes qui ont existé, hein, Oui. le biopic de James Brown par exemple, le biopic de Johnny Cash, si on fait des propositions sportives, Mhm. le documentaire autour du combat de Mohamed Ali, George Foreman, le combat à Kinshasa en 1974, mais éventuellement des propositions politiques, mais sur des personnes très fédératrices comme Nelson Mandela ou Thomas Sankara. Hein, on a affaire quand même à un public sans-abri qui est à Paris constitué à 70-75% d'étrangers, donc beaucoup issus du continent africain, c'est aussi des figures qui leur parlent. On arrive à construire avec eux. Faut être modeste, hein, quand on bosse avec des sans-abri, c'est un public qui a bien d'autres choses à faire que de regarder des films aussi et de se reconstruire en regardant des films. Enfin, on arrive à construire avec eux un parcours qui permet d'en amener certains au festival Cinéma du Réel, qui est le principal festival de cinéma documentaire à Paris, qui est partenaire de cette programmation et qui invite les sans-abri ensuite à venir au festival. Voilà. On garde le contact avec les sans-abri. D'accord. Au Au centre centre Pompidou, Pompidou, tout à c'est fait, ça? tout à fait. Et on garde le contact avec les sans-abri, on les informe, on les invite à nos projections qui, de toute façon, sont gratuites, hein, nos projections d'été. Et elles sont gratuites et elles sont en plus toujours accompagnées d'un buffet participatif qui est gratuit. Donc il suffit de venir avec une tomate, c'est à la portée d'à peu près tout le monde, même quelqu'un qui n'a Oui. pas de logement. Et voilà, et on essaie de garder le lien avec eux comme ça. Et puis c'est pas seulement ça, on essaye d'ouvrir aussi ce centre, d'abord à des réalisateurs qui nous ont fait l'honneur de venir plusieurs fois, Cyril Dion, Raphaël Messan, des réalisateurs primés pour leurs films Animal ou Les damnés de la commune, par exemple. Mais je parle pour les plus récents, mais également un public pas sans abri. Voilà, parce que certes, on va chez les gens, ce centre d'accueil, pour une fois, pour ces gens qui n'ont pas de logement, pour une fois, ils en ont un peu provisoirement. Il faut pas trop les bousculer parce qu'on va pas trop inviter de gens non plus en nombre dans ce logement où ils doivent rester majoritaires, très majoritaires. Mais si, à chaque fois, on peut faire venir un public sur inscription, parfois sur affinité aussi. On fait venir une dizaine, une douzaine, une quinzaine maximum de personnes qui ne sont pas sans abri, mais qui sont intéressées par cette projection, qui ont envie de voir le film, qui ont envie de partager, d'échanger quelque chose avec les sans-abri ce soir-là, et avec un réalisateur invité. Ou alors un bal aussi, on a fait des bals, vraiment un soir, c'était tellement chouette quoi, de faire après le biopic sur James Brown, Get On Up, très très beau film de 2014, veuillez m'excuser, j'ai oublié le réalisateur, faire un mini bal thématique, quelques pas de danse à la manière de James Brown, mais tout le monde était tellement content de faire ça, quoi. C'était super. C'est des moments partagés forts avec des gens avec qui on partage peu. Et c'est important pour nous d'inscrire davantage ces gens dans la ville, la concitadinité dont on vous parlait tout à l'heure. Et on le fait d'ailleurs avec eux, mais on le fait aussi avec des résidents d'EHPAD, puisque dans le cadre de Ciné Voisin, là, pour la 3e année de suite, on va projeter dans un EHPAD, un jardin d'EHPAD à Paris 20e, ouvert au public. C'est-à-dire que la projection, elle est ouverte. Elle n'est pas que pour les résidents, elle est ouverte à un Oui. public certes limité, il y a une jauge, mais ouverte à un public sur inscription. Bon, on essaie de faire ça, quoi, de créer du lien, d'utiliser le cinéma ou de se saisir du cinéma pour créer du lien dans la ville avec les personnes les plus isolées. Bravo encore. Et je voulais rebondir sur l'intervention de réalisateurs et réalisatrices parce que aussi sur Ciné Jardin et peut-être sur Ciné Voisin, dont j'ai moins étudié la programmation l'année dernière, vous faites venir aussi soit des personnes qui ont participé au film, comme là sur la prochaine édition de Ciné Jardin, ou pour Animal, ou les réalisateurs, ou les... On a eu des réalisateurs et réalisatrices qui sont venus l'année dernière. Stéphane Ritz, euh, réalisateur du film Wetlands, l'héritage de Luc Hoffmann. Donc Luc Hoffmann était un Hmm. ornithologue qui s'est Ah oui. beaucoup intéressé aux zones humides et qui a cofondé le WWF. Et on a projeté ce film au Square
Luc Hoffmann à Paris 19e, parce que ça me paraissait intéressant de documenter ce lieu. Et puis Annelise Köhler, animatrice, très talentueuse, réalisatrice d'un film pour enfants, mais également pour adultes, ô combien, Bonjour le monde, sur 10 espèces différentes d'animaux qui vivent Mhm. dans ou à proximité d'une rivière. D'accord. Et donc, en fait, c'est bien parce qu'on réalise cette interview juste après votre publication de votre rapport d'activité 2022 de la Fabrique documentaire. On peut y voir dans votre résumé que, comme vous le dites, vous n'avez pas chômé. Rien que sur 2022, je vais donner quelques chiffres. 5 émissions de radio produites ou diffusées sur les ondes en ligne et en expo, 12 visites de jardins et de quartiers, 21 projections de cinéma, plus de 2300 participants à votre action documentaire. Et je crois, si je me souviens bien, lors de notre discussion téléphonique avant cette interview pour préparer un petit peu, que vous intervenez aussi dans quelques grandes écoles, non? On est également, effectivement, on intervient à l'ESSEC, l'École supérieure des sciences économiques et commerciales à Cergy, Pontoise, qui est donc une Mhm. des 3 grandes écoles de commerce parisiennes en France, et dont le cursus pédagogique aujourd'hui est explicitement, et à mon avis crédiblement d'ailleurs, sinon on n'irait pas, tourné de plus en plus vers le développement durable, l'entrepreneuriat à impact et la transition écologique et sociale. Je ne suis pas dupe, hein. Enfin, moi-même, j'ai fait une école de ce type, hein, au début de mes études. Je vois bien d'où on part, et on part de très Oui. loin, hein, sur ces questions-là. Mais alors, la crise écologique, la crise écosystémique mondiale étant, à mon avis, finalement, essentiellement une crise de production, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on produit et comment on produit, et comment on pense l'activité économique. Elle est aujourd'hui essentiellement tournée vers la production et la consommation. Et la consommation, la définition économique de la consommation, c'est la destruction par l'usage. Donc, si on doit réaliser une transition écologique solidaire, c'est clair qu'on ne le fera pas sans impliquer l'appareil productif, c'est-à-dire aujourd'hui principalement les entreprises. Donc, pour nous, réfléchir avec l'ESSEC, comme on le fait aujourd'hui, sur comment, je ne sais pas si c'est comment on transforme les choses, mais comment déjà on transforme le cursus d'une école qui a pour vocation de former des entrepreneurs responsables, qui a pour vocation de former, je cite aujourd'hui le mission statement de l'ESSEC, leur mission pédagogique, c'est de former des femmes et des hommes aptes à entreprendre pour euh, répondre aux principaux défis économiques, environnementaux et sociaux contemporains. Se situer là, pour nous, au regard de notre expérience, c'est intéressant. Voilà. La première conférence d'ailleurs que j'ai faite à l'ESSEC pour ma part est une conférence suite à la série documentaire pour France Culture sur la mondialisation en 57 facettes, sur le diamant, et elle était intitulée, cette conférence, euh, Création et destruction de valeur dans la chaîne économique mondiale du diamant. On essaie de réfléchir avec les SEC à ce genre de questions-là. Avant de terminer, j'aimerais bien vous demander, Benjamin Bibas, aujourd'hui, on est dans en général, on n'est pas sur l'actualité chaude sur SoSuite Planète, mais nous sommes dans un contexte où on est de plus en plus dans des urgences et des crises. Aujourd'hui, quel bilan vous faites des actions réalisées depuis toutes ces années maintenant avec la Fabrique documentaire? Est-ce que vous en êtes pleinement satisfait? Est-ce qu'il y a des regrets ou des choses que vous voudriez voir maintenant améliorées ou développées? Donc, depuis le bilan, quelles sont les envies pour l'avenir? Je crois que en bientôt 9 ans et plus d'une centaine de projections, 120 projections, on a su installer dans le paysage culturel des quartiers populaires du nord-est parisien et d'un certain nombre de Parisiens pour lesquels l'offre culturelle n'est pas immense. On a su installer une expérience originale de rencontre avec à la fois un art, le cinéma, une thématique, l'écologie ou la thématique abordée dans le film pour Ciné Voisin, parfois le handicap, parfois d'autres choses, et des gens
qui sont dans un quartier mais qui viennent aussi d'ailleurs, qui sont dans un jardin partagé mais qui viennent aussi d'ailleurs, enfin, et toutes sortes de gens. Et on est assez attaché à ça, à avoir une action documentaire qui vise à la fois la mixité sociale et l'écologie. Voilà. On essaye de faire ça et je crois qu'on y arrive pas mal. On ne l'a pas encore Oui, complètement mesuré, c'est en cours. On a actuellement une étude d'impact social et culturel de nos festivals qui est réalisée par une personne dédiée en mission de service civique depuis janvier avec nous, qui fait un travail remarquable, Angèle Méchin. Euh, et puis, on est en train de se structurer, c'est-à-dire que on a quitté le stade de la petite équipe sympa de 4-5 personnes qui sont potes et qui arrivent à faire des choses. Je vois que cette année, on a eu notre première réunion là, de coordination là, sur les deux festivals. Notre équipe s'étoffe, c'est parce que nos moyens s'étoffent et parce que notre reconnaissance s'étoffe, j'imagine. Et puis l'idéal, ce serait que notre public s'étoffe aussi encore. On a en moyenne 150 personnes par projection, hein, c'est très bien, mais bon, je pense qu'on peut faire mieux. Euh, et on a envie que notre action s'étoffe et surtout que nos résultats s'étoffent. Voilà. très bien. Est-ce qu'on a fait le tour ou est-ce que vous voyez d'autres choses qu'on n'a pas évoquées qui seraient importantes à mentionner? Je pourrais vous dire que je suis également prof de médias et politique et d'histoire des mobilisations écologiques à l'Institut d'études politiques de Fontainebleau. Je pense que ça, c'est une des choses qui aussi me définissent un peu aujourd'hui et qui me légitime, je pense, mon action autant auprès de la Fondation Hirondelle qu'auprès de Ciné Jardin. Mais bon, C'est vrai. C'est bien de conjuguer toutes ces approches qui sont toujours liées au terrain quand même et qui vous permettent, je trouve, d'avoir des actions assez justes. C'est pas juste et non pas juste des des actions, actions. comme disait Jean-Luc Godard. Oui, voilà, Bon, mais, exactement. mais hein, Ça pourrait être une belle voilà. conclusion. Oui. Non, mais on essaie de réfléchir un petit peu à ce qu'on veut dire. Et ce qu'on veut dire, Mm. c'est ce qu'on fait en fait. Et qu'est-ce qu'on fait? On réfléchit avec des gens pour redéfinir notre communication. Ce qu'on fait principalement, c'est informer. Hein, ça, on l'a toujours fait avec nos documentaires radio. On continue de le faire avec la Fondation Hirondelle. Partager. Oui, Ça, on le fait beaucoup avec nos festivals, je crois, et notre programmation Toile une toile. Et transmettre. Et ça, on le fait beaucoup à travers les SEC et nos activités d'enseignement à l'IEP Fontainebleau ou pour mon collègue Sébastien Lecordier à travers ses activités d'enseignement à l'Université Paris-Nanterre. Voilà, je crois qu'on fait ça sérieusement. oui. Voilà. Sérieusement et avec et on sent le plaisir aussi. C'est pas du sérieux ennuyeux, c'est vraiment du sérieux dynamique, vivant, qui est très très riche et tellement précieux dans notre contexte actuel de société. Voilà, donc un grand merci Benjamin Bibas pour ce temps déjà que vous nous avez accordé au milieu de toute votre activité là, bouillonnante en ce moment avec ces festivals qui arrivent et vos rapports d'activité et toutes ces choses. Donc un grand merci, j'étais ravie, ça faisait un bon moment que je souhaitais partager avec les auditrices, les auditeurs de SoSuite Planète tout ce que vous faites et qui mérite d'être largement relayé. Donc j'en profite, je le fais jamais, mais pour inviter nos auditrices et auditeurs à partager largement ce podcast avec le texte qui l'accompagnera et qui va donner les liens pour avoir la programmation de ces festivals et toutes les informations sur votre site internet. Donc merci beaucoup. Donc vous allez céder votre place à Marine Cerceau qui va nous parler un petit peu plus précisément de cette édition 2023 de Ciné Jardin pour laquelle j'ai vraiment eu un gros coup de cœur. Merci beaucoup à Voilà, vous, Anne. On est heureux de vous accueillir à Ciné Jardin les 8 et merci. 9 septembre prochains à venir présenter votre très beau podcast au Sweet Planet sur lequel il y a tellement de choses intéressantes à entendre. Voilà, merci beaucoup, vraiment, mais merci pour votre intérêt à ce qu'on fait, merci pour cette interview en profondeur, merci pour, waouh, merci quoi. Voilà, mettre en valeur tout ce qu'on fait comme ça, Anne. Merci pour votre travail, précieux en général. Merci Ok, Benjamin aussi. Et je pense qu'on se remercie beaucoup, mais nos auditrices et auditeurs vont sentir la sincérité, je pense, de nos remerciements, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses qui sont raccords dans nos activités et nos approches. Donc c'était vraiment un plaisir de pouvoir faire découvrir plus largement votre travail. c'est-à-dire qu'on se sent quand même assez proche de votre baseline sur Sweet Planet, culture, environnement, droit humain. Là, je pense que les gens qui ont écouté ce podcast l'auront compris. Oui,
Je pense aussi. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je vais passer la parole à Marine Cerceau et à très bientôt, Benjamin. Merci, au revoir. Je vous invite à écouter dès maintenant le prochain épisode du podcast de So Sweet Planet avec Marine Cerceau, un épisode dans lequel nous parlons beaucoup plus en détail du festival Ciné Jardin et de leur belle programmation pour cette édition 2023 dont So Sweet Planet est ravi d'être partenaire. Chères auditrices, chers auditeurs de So Sweet Planet, si cette interview vous a plu, vous pouvez maintenant soutenir mon travail sur Patreon. Je vous rappelle que je réalise seul tous les contenus des podcasts et du site internet sosweetplanet.com et je suis indépendante. Vous pouvez donc soutenir mon travail sur Patreon par une contribution ponctuelle ou à partir de 3 € par mois. Vous aurez accès à des contenus exclusifs et à vos épisodes de podcast sans publicité. Vous trouverez le lien vers mon Patreon dans le texte de cet épisode. Vous pouvez cliquer sur le lien, vous accéderez à la page du Patreon de So Sweet Planet sur laquelle je vous explique pourquoi j'ai besoin de votre soutien et vous pourrez voir un petit peu comment ça se passe, donc n'hésitez pas, à tout de suite.